Bonjour à tous. Quelques mots assez brefs d'ouverture de ce premier débat. Je ne présenterai évidemment pas le texte en entier sur la question éducative, d'abord parce que beaucoup d'entre vous l'ont lu et ensuite ce serait assez fastidieux. J'insisterai peut-être un peu plus sur quelle a été notre méthode et notre état d'esprit pour arriver au texte qui vous est aujourd'hui soumis. Je commencerai d'ailleurs par adresser quelques remerciements à ceux qui ont largement contribué à l'élaboration de ce document. Évidemment, Benoît Hamon, mais également Marion Boyer, Johanna Baraz, Caroline Dehaas, Pascal Gérard, ma camarade de convention, Alain Bergougnou et beaucoup d'autres. Et puis je voudrais également remercier tous ceux qui ont participé à nos concertations, tous nos partenaires. Je pense aux associations de parents d'élèves, d'éducation populaire, les syndicats lycéens ou étudiants, des chercheurs, les syndicats qui nous font l'amitié d'être présents aujourd'hui. Puis nous avons également réalisé bon nombre de visites de terrain. Nous avons commencé par nous demander quel pouvait être l'apport de l'éducation et de notre projet éducatif au projet de société du Parti socialiste. Et finalement, la question que nous pouvons nous poser, c'est quelle société nous voulons laisser aux générations à venir. Et on ne peut pas se satisfaire d'une société qui ne promet plus le progrès social et culturel aux jeunes générations. Et un projet de société qui porte en lui une volonté de justice, d'émancipation et de fraternité ne peut pas se développer sans une ambition éducative et culturelle majeure. Alors que voulons-nous ? Nous voulons une société d'hommes et de femmes libres et émancipés. Et finalement, la pire des injustices, c'est celle qui, par les chaînes de l'ignorance, emprisonne les individus dans la pénurie du savoir et de la culture. Aucun droit, aucune liberté, fût-il constitutionnelle, ne sont réels si les individus ne sont éclairés pour pouvoir les apprivoiser. Et c'est par le savoir que les esprits s'élèvent, que les libertés s'accomplissent et que la vie de chacun s'émancipe des pesanteurs sociales. Alors c'est, et ça a été dit, identitaire pour chacun des socialistes. Être socialiste, c'est refuser que le destin des individus soit directement lié aux conditions d'origine sociale et soit gravé dans le marbre dès la naissance. Alors bien sûr, c'est sur tous les fronts que cette bataille devra être menée, et c'est la raison pour laquelle il me semble il était pertinent d'avoir une convention égalité réelle qui parle aussi de la politique du logement, de la politique de la ville, de la santé ou de l'ensemble des services publics. Mais nous savons également que c'est peut-être d'abord et avant tout par l'éducation que nous pourrons construire de nouvelles chances pour chacun. Dès lors, la question qui se pose est la suivante. Notre service public d'éducation, notre école, notre éducation est-elle aujourd'hui en capacité de répondre à l'ensemble de ces objectifs ? Et la réponse que nous apportons aujourd'hui est très claire, non. Aujourd'hui, notre école ne permet pas de répondre à l'ensemble de ces objectifs. Malgré des réussites incontestables, je pense notamment à l'augmentation du nombre de jeunes qui sortent qualifiés du système éducatif grâce aux filières professionnelles ou technologiques par exemple. Malgré ces réussites, notre école traverse une crise très grave. Un taux d'échec qui est insupportable, une capacité de l'école à reproduire les inégalités sociales d'origine et puis, peut-être encore plus grave, une crise de confiance majeure entre la nation, les responsables politiques et puis l'école, les enseignants et même les élèves eux-mêmes. Deux raisons à cela. D'abord, évidemment, la politique de la droite qui a très largement amplifié les difficultés de l'école. Et je ne fais pas la longue liste des régressions imposées par la droite, de la suppression de la carte scolaire à la suppression aveugle et inconsidérée de moyens, la réforme du bac pro en 3 ans, la semaine des 4 jours imposée à l'école primaire ou encore la suppression purement et simplement de la formation professionnelle des jeunes enseignants. Mais au-delà de la politique de la droite, ce que nous disons, c'est que les racines des difficultés de l'école aujourd'hui sont beaucoup plus profondes et que structurellement, l'école elle-même ne permet pas de répondre à l'objectif démocratique de la réussite du plus grand nombre. Et d'ailleurs, les résultats publics, PISA, dont vous avez entendu parler il y a quelques jours, de comparaison entre les systèmes éducatifs à l'échelle internationale, interne à l'OCDE, le démontrent bien. À moyen quasi équivalent, on est même parfois un peu au-dessus en termes d'investissement public dans l'école publique, nous constatons que les résultats et l'efficacité de notre école sont inférieurs à bon nombre d'autres pays européens. C'est bien, ou même d'ailleurs d'autres pays mondiaux, c'est bien la démonstration que structurellement notre école a besoin de changer. Pourquoi ? Parce que notre système scolaire trie, sélectionne essentiellement par l'échec et n'est pas capable d'assurer un véritable suivi individuel de ses élèves. Alors l'école fournit une élite, qui d'ailleurs est de moins en moins nombreuse, le niveau ne baisse pas,
mais l'élite qui accède à cette excellence est de moins en moins nombreuse et cela a été encore démontré. Et puis finalement, une école qui se soucie guère des élèves en difficulté. À tous les étages du système éducatif, de l'école primaire à l'université, notre école agit finalement comme un filtre. Mais plus grave encore que ce tri et cette sélection, notre école produit elle-même des inégalités au-delà de sa capacité de reproduction de ces inégalités. Bref, tout ça pour vous dire que ce que nous vous proposons aujourd'hui dans ce pacte éducatif, c'est de ne pas se contenter d'aménagements à la marge, de quelques pansements ou de quelques sparadraps à un système éducatif qui structurellement ne va pas bien, mais c'est un projet de rupture avec une école qui aujourd'hui ne garantit pas cet objectif de réussite pour tous. Nous proposons un nouveau pacte éducatif qui devra être négocié, qui est ambitieux. C'est un projet éducatif global qui doit non pas uniquement s'adresser aux scolaires ou aux enseignants ou aux parents, mais à toute la nation et à tous les acteurs éducatifs. L'objectif, c'est la réussite de tous. Je citerai à partir de là 3 grandes priorités pour permettre que le débat s'engage. La première des priorités, c'est celle de la scolarité obligatoire. Nous savons bien que plus les fondements sont solides, plus la capacité des élèves à réussir sera importante. Et si on regarde ces mêmes comparaisons internationales, c'est dans les pays où on investit le plus dès le plus jeune âge, le service public de la petite enfance, la scolarisation à l'école maternelle, tôt et l'investissement massif au début de l'école primaire, c'est dans ces systèmes scolaires-là que les résultats sont les meilleurs. C'est la raison pour laquelle nous ferons une priorité absolue pour ce début de la scolarité, à l'inverse de ce que fait la droite, qui utilise la scolarisation des 2 ans et maintenant des 3 ans comme une variable d'ajustement budgétaire au mépris de la réussite des élèves. La priorité à l'école primaire, ce sera une refonte des programmes. Ce sera la fin de la semaine des 4 jours pour la mise en place de 5 jours éducatifs négociés, notamment avec les collectivités et les partenaires de l'école. Une priorité également aux transitions, notamment celle entre l'école primaire et le collège, avec une volonté majeure, celle que le collège regarde nettement plus vers l'école primaire, soit d'abord la continuité de la scolarité obligatoire, dans l'esprit de ce que certains ont pu défendre comme étant l'école du socle commun de connaissances et de compétences. Nous voulons que le collège soit d'abord la suite de l'école primaire, avec un décloisonnement des enseignements, une personnalisation des enseignements et puis un pouvoir d'agir plus important pour les enseignants. La deuxième grande priorité fondamentale, c'est celle de la justice de notre école sur l'ensemble du territoire, notamment en disant que nous devons donner plus aux établissements qui en ont réellement le plus besoin. La politique des ZEP a été une politique progressive, il faut aller plus loin pour éviter à la fois le saupoudrage, une plus grande individualisation de la dotation de ces établissements et en même temps permettre que dans des quartiers populaires aujourd'hui déshérités, lorsque l'école est la seule chance, la dernière chance de réussite et d'ascension sociale, il faut que cette chance, elle soit une réalité pour l'ensemble des jeunes scolarisés dans ces quartiers populaires, ce qui n'est aujourd'hui malheureusement pas le cas. Il faut un outil de régulation, il faut une carte scolaire et en même temps, nous savons que la carte scolaire telle qu'elle existait auparavant, elle n'était pas parfaite. Il faudra donc mettre en place de nouveaux outils pour permettre une réelle mixité sociale dans les établissements. Et puis enfin, la dernière priorité pour respecter mon temps de parole, c'est la question du pacte éducatif en tant que tel. Nous devons créer de nouvelles alliances éducatives, notamment à l'échelle des territoires. Nous avons fait un important travail avec des élus et notamment avec Jacques Oxiel qui a pris la parole tout à l'heure. Il faut faire vivre ce magnifique projet qui est celui de la coéducation avec l'ensemble des partenaires et des acteurs de l'éducation. Je pense évidemment au premier rang desquels les enseignants, mais également aux parents et à tous les partenaires de l'école, les collectivités locales, les associations culturelles, les établissements culturels ou de loisirs. Et puis, les enseignants seront évidemment au cœur de notre projet. Nous devons restaurer la confiance. Il faut donc revaloriser un métier, tant d'un point de vue économique, salarial, mais aussi dans l'estime que la société, que notre nation a pour ce métier extraordinaire qui est celui des enseignants. Et la modification, le changement du métier des enseignants est peut-être le levier qui est le moins utilisé pour améliorer l'école, alors même qu'il est le levier essentiel pour permettre une amélioration des résultats de notre système éducatif. Nous proposerons donc une grande négociation à la fois sur les missions des enseignants, sur l'organisation de leurs services et de ces mêmes missions, et en même temps sur la revalorisation de leur métier. Cela passera par exemple par une remise en place immédiate dès la victoire de la gauche aux élections nationales d'une formation professionnelle initiale de qualité et d'une formation continue de qualité pour l'ensemble des professionnels de l'éducation. Cela passera également
Cela passera également par une plus grande confiance et un plus grand pouvoir d'agir à l'échelle locale dans les établissements. Non pas avec un projet d'autonomie, de management des établissements, non, mais en disant aux enseignants, vous devez être, comme cela était cher à Victor Hugo, les jardiniers en intelligence humaine. Et pour cela, il faut que vous ayez les moyens de pouvoir agir. Alors le préalable à tout cela, ce sera de restaurer la confiance, notamment en permettant que les réformes éducatives, ça ne soit pas, comme c'est le cas depuis 2002, systématiquement synonyme de régression. Il nous faudra réhabiliter ce terme de réforme, et notamment en démontrant que le seul objectif que nous poursuivrons, c'est la réussite du plus grand nombre et la réussite de tous. Évidemment, défi essentiel pour les socialistes qui bataillent chaque jour pour une société plus juste. Merci Bruno. Sophie Binet. Merci beaucoup d'abord à Bruno de m'avoir invité, parce que je pense que notre métier, c'est aussi une façon d'incarner le combat socialiste au quotidien. Je travaille dans un territoire qui est stigmatisé et instrumentalisé au quotidien, la Seine-Saint-Denis. Je travaille dans un type d'établissement dont on ne parle jamais, les lycées professionnels, puisque par exemple l'année dernière, on a ergoté pendant 1 mois sur est-ce qu'il faut 1 heure d'histoire en plus ou en moins pour les élèves de bac S, alors qu'en lycée professionnel, il y a 20% des élèves qui sont scolarisés et qu'on ne parle jamais de ces élèves. Les élèves avec qui je travaille, c'est des élèves qui vivent la précarité au quotidien, qui ont été les premiers touchés par la crise qu'on traverse aujourd'hui. On accueille 80% de CSP défavorisés, plus de 50 nationalités et origines différentes, des élèves qui vivent une précarité économique et qui, pour certains, le repas du midi est le seul repas et parfois n'ont même pas les moyens de se payer le repas à la cantine, qui déménagent sans cesse et changent beaucoup d'établissements, même en cours d'année scolaire. On a plus de 10% de variation des effectifs dans l'année scolaire, ce qui induit une précarité scolaire importante, et puis qui vivent une précarité affective inquiétante, avec des situations familiales qui sont souvent difficiles. Ces élèves, ils vivent l'affectation en lycée professionnel souvent comme une punition. Leur arrivée en lycée professionnel, c'est la fin d'un parcours scolaire qui a été marqué par la difficulté depuis le primaire et auquel on n'a pas su répondre pendant toutes les années de scolarisation. Et c'est des élèves pour qui l'égalité de traitement, elle n'existe pas. Et la première revendication de nos élèves, des familles et des personnels, c'est d'abord l'égalité. Parce que dans mon établissement, il y a plus de 50% d'enseignants qui sont contractuels, donc qui n'ont pas eu de concours, qui n'ont pas eu de formation, qui ont des contrats d'1 an renouvelés chaque année, qui eux aussi vivent la précarité. Parce que dans mon établissement aussi, pour ceux qui ne sont pas contractuels, il y en a la moitié qui sont néo-titulaires, donc qui sont tout jeunes, qui viennent juste d'avoir le concours et qui maintenant n'ont plus de formation. Et parce que encore dans le type d'établissement dans lequel je travaille, en général c'est les établissements dans lesquels on met des mauvais chefs d'établissement, parce qu'on est sûr que personne ne se plaindra et que jamais un parent d'élève n'appellera l'inspection d'académique ou le rectorat pour se plaindre. Je crois que c'est d'abord là-dessus qu'il faut travailler pour faire en sorte que les endroits où il y en a le plus besoin, on apporte de vraies réponses éducatives. Dans les établissements, il y a des équipes qui se mobilisent et qui montrent que cette situation elle n'est pas inéluctable, que l'école elle peut être un levier de réussite malgré des difficultés sociales qui sont évidentes. À l'échelle d'un établissement, on peut mettre en place des pédagogies qui sont différentes, développer le sentiment d'appartenance, individualiser les réponses éducatives pour faire en sorte que tous les élèves sont différents et donc on ne les force pas à rentrer dans un moule qui ne leur corresponde pas. Et je crois que les attentes vis-à-vis du Parti socialiste, elles sont extrêmement fortes. D'abord parce que depuis 10 ans, on vit au quotidien les attaques de la droite. On traverse pour la première fois une régression éducative sans précédent. Le PIB investi dans l'éducation, il est en baisse depuis 10 ans. La part des jeunes scolarisés, elle est en baisse pour la première fois. Et il faut le dire parce que pour un pays comme le nôtre, c'est extrêmement inquiétant. Il y a des chiffres qu'il faut avoir en tête. Le slogan de 80% d'une classe d'âge au bac, il est loin d'être une réalité. Aujourd'hui, on est à 60% et il y a toujours 40% des élèves qui n'ont pas le bac. On s'en rend peut-être pas bien compte au quotidien, ce que ça veut dire, 40% d'une génération qui n'arrive pas au bac. Et alors que les enseignants étaient décrits il y a quelques mois dans un grand quotidien comme étant sans rêve ni moteur. Nous, on attend que le Parti socialiste redonne une ambition avec des objectifs aussi chiffrés et quantitatifs, et qu'on dise très clairement que la place d'un jeune, elle est à l'école. Et c'est pour ça que la question de la scolarité obligatoire, c'est une question qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un jeune de 17 ans
sa place, elle n'est pas à l'école, c'est pas normal. L'école, elle est obligatoire seulement jusqu'à 16 ans. Il y a des réponses à apporter pour les jeunes jusqu'à 18 ans et il y a des pistes qui sont intéressantes dans le texte. On attend une ambition pour rompre avec ce système élitiste qui fait, comme le disait Bruno, que on ne s'intéresse que aux meilleurs de la classe et pas au fond de la classe. Il y a des leviers dans le texte de réforme qui sont bien identifiés. J'en citerai 3. Évidemment, la formation et le recrutement. C'est d'abord des éducateurs qu'il faut former et qu'il faut recruter. Ensuite, l'individualisation des réponses éducatives. Tous les élèves sont différents, donc il ne faut pas leur répondre de la même manière. Et enfin, la mixité sociale et l'hétérogénéité, parce que la différence de traitement et de situation des établissements scolaires doit nous interpeller sur la situation de notre société qui fait qu'il y a des fossés qui sont grandissants aujourd'hui et qui ne sont pas acceptables dans une société démocratique. Merci. Merci Sophie. Je voudrais rappeler tout le monde à faire un tout petit peu moins de bruit. Il y a plusieurs conversations particulières et plusieurs chuchotis. Or, c'est les conversations particulières, c'est comme les flocons. Un, ça va, mais c'est quand il y en a plusieurs, ça commence à poser problème. Donc, soyez... Et je salue l'arrivée de Jean-Paul Huchon. Voilà. Nous prenons le temps de l'ovation. Je reviens à notre table ronde et c'est maintenant Éric Favet, secrétaire général adjoint à la Ligue d'enseignement, qui va nous exposer le point de vue de son organisation pendant quelques minutes. Merci de votre invitation. Pour nous, traiter de la question de l'égalité et de l'éducation, c'est combiner 3 choses. La première, c'est mesurer les enjeux. La seconde, c'est ne pas stationner dans un état des lieux connu. Et la troisième, c'est arriver à combiner une ambition sans limite et une dynamique des possibles. Je reviens rapidement sur ces 3 dimensions-là. Mesurer les enjeux aujourd'hui, pour nous, nous les caractérisons à travers 2 chiffres simples. Un jeune qui a 18 ans, qui quitte le lycée ou la scolarité obligatoire, il a passé autant de temps derrière des écrans qu'à l'école. Sur une vie de 80 ans, quand nous aurons fini cette vie, nous aurons passé 3 ans en formation initiale, 27 ans à dormir, 8 ans en activité professionnelle et 42 ans pour le reste, et sur ces 42 ans, 15 ans derrière les écrans. Dans la façon dont un individu se constitue aujourd'hui, dans la manière dont il se fabrique ses repères, ses capacités de jugement, ses capacités d'insertion, l'école est certes importante, mais il faut aujourd'hui, pour lui rendre le meilleur service et la refonder, accepter qu'elle ne joue pas le rôle unique dans une politique d'éducation. Nous sommes en présence aujourd'hui d'une concurrence féroce face à l'école. Il y a la concurrence que nous dénonçons, celle du marché, celle du privé, mais il y a surtout une concurrence culturelle féroce. Il y a aujourd'hui, dans un monde qui connaît le prix de tout et la valeur de rien, une culture qui se développe par la fréquentation notamment des écrans publicitaires qui fabriquent du temps de cerveau disponible pour les publicitaires, une façon de voir le monde qui perturbe profondément aujourd'hui notre société. Prendre la mesure des enjeux en matière d'éducation, c'est prendre déjà cette mesure-là. Le reste, nous le connaissons. Le reste, c'est la deuxième chose que j'évoquais, c'est comment ne pas stationner dans un état des lieux connu, dans un état des lieux que l'on pourrait caractériser par une image. L'école est malheureusement une espèce de carrosserie républicaine et démocratique qui masque une profonde centrifugeuse et une trieuse intraitable et aujourd'hui féroce pour la plupart des enfants et des jeunes. Est-ce que nous sommes décidés, non pas simplement à changer de carrosserie, mais à évidemment faire en sorte que cette trieuse et cette centrifugeuse n'ait plus lieu court dans notre système scolaire et notre système éducatif. Si nous sommes d'accord avec cela, il faut rompre de notre point de vue avec 2 choses. La première chose, elle est importante, elle n'est pas simple pour la gauche en général, qu'elle soit politique, syndicale ou associative. Il faut rompre avec un modèle qui est celui de l'élitisme républicain, fondé sur une méritocratie habillée de l'égalité des chances qu'il faut laisser définitivement au casino aujourd'hui. Rompre avec l'élitisme républicain ne veut pas dire que l'école notamment n'a pas cherché à fabriquer les meilleurs, n'a pas cherché à fabriquer de l'excellence pour tous, mais pas au détriment des autres. Or, aujourd'hui, c'est au détriment des autres.
Et les vaincus du mérite payent un tribut extrêmement lourd à une politique qui, certes, a été amplifiée depuis 10 ans, mais qui dure déjà depuis de longues années parce que c'est la matrice même de notre système scolaire et éducatif qu'il faut repenser. La deuxième rupture, c'est qu'effectivement, l'école est importante, une politique scolaire est importante, mais elle n'a aujourd'hui aucun sens indépendamment d'une politique visible, connue, crédible et construite d'éducation et de formation tout au long de la vie. Et que cette politique-là est portée simultanément par l'État, les collectivités territoriales et par l'ensemble des acteurs que l'on appelle aujourd'hui la société civile. Ils ont été rappelés précédemment. Ces deux ruptures-là sont fondamentales. Si elles ne sont pas affichées en préalable de tout projet éducatif et de tout projet scolaire, on ne fait que de la réparation. Or, aujourd'hui, l'école mérite d'être refondée et pas simplement réparée. Et l'éducation appelle un pacte éducatif, évidemment, et pas simplement un pacte scolaire. Troisième chose, enfin, comment essayer de combiner une ambition sans limite, parce que c'est par nature la finalité de l'éducation, et en même temps une dynamique des possibles, parce qu'il faut certes se méfier du réalisme. Le réalisme, c'est souvent le statu quo et une façon de faire persister les dominations de toute nature, mais il faut prendre en compte la réalité, et pas simplement la réalité budgétaire. Par rapport aux propositions que nous avons vues dans la Convention pour l'égalité réelle, avec lesquelles nous sommes globalement d'accord, il nous semble qu'il faut aller plus loin dans quelques domaines, et je vais simplement les citer. La première, c'est quand on parle d'une école de la scolarité obligatoire. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Il ne s'agit pas de combiner l'école primaire et le collège, il s'agit d'unifier dans un seul et même système d'enseignement la scolarité obligatoire. Il s'agit de rompre avec un collège qui est la zone de tri du lycée et ne traiter que de la question des articulations entre la classe de CM2 et la 6e, c'est faire perdurer un système qui aujourd'hui est mortifère pour la plupart des enfants. La deuxième chose, donc cette école de la scolarité obligatoire est une école qu'il faut construire, non pas intégralement, parce qu'une partie de cette école-là est déjà en germe dans l'école qui se fabrique tous les jours dans les classes grâce aujourd'hui à l'engagement des enseignants. La deuxième chose, c'est qu'il faut au niveau du lycée franchir une étape et arrêter là aussi la séparation, elle vient d'être évoquée, qui est une séparation culturelle entre les lycées. Il faut inventer un lycée polytechnique. Quoi qu'on en dise, quand on parle d'égale dignité des filières, nous savons que ça n'est pas vrai. Et que la réussite dans les collèges se mesure encore au taux d'élèves qui vont dans les lycées d'enseignement généraux. Or, la culture technique, la culture esthétique et la culture professionnelle sont dans le bagage des humanités. Elles ne sont pas dans les bagages des suppléments d'âge. Troisième chose, enfin, penser une politique d'éducation et de formation tout au long de la vie, c'est effectivement ne pas dissocier l'école des autres temps de la vie et c'est ne pas assigner à résidence sociale, à cause du destin scolaire, des enfants et des jeunes qui ne trouveront pas de place ailleurs parce qu'ils n'ont pas de chance d'apprendre toute leur vie. Il ne suffira pas, pour installer l'égalité, de reconnaître aujourd'hui des personnels méprisés, de rassurer des parents inquiets. Il faudra savoir donner confiance, surtout dans des élèves et aux jeunes, confiance dans leur capacité à peser sur l'avenir et faire en sorte que si un jour la gauche revient au pouvoir, les jeunes dans quelques années ne disent pas, comme dans L'homme révolté de Camus, alors qu'ils pouvaient tant, ils ont osé si peu. Merci. Merci. C'est maintenant à Claude Delièvre, historien de l'éducation, de nous entretenir. Eh bien, ça marche ? Oui. Bien que je sois sensiblement d'accord avec ce qui vient d'être dit et de façon plus générale avec Éric Favet, je me permettrai de centrer mon propos sur l'école obligatoire. On le sait, les résultats de la dernière enquête PISA viennent de montrer que la France se caractérise plus que jamais, par des résultats globalement très moyens, mais surtout très inégaux. Que la France puisse être l'un des pays où les résultats des élèves en fin de scolarité obligatoire sont les plus inégaux, et sont non seulement les plus inégaux, mais les plus inégaux en raison de l'origine sociale, peut paraître des plus surprenants, puisque nous nous targuons de lutter depuis des décennies pour l'égalité dans l'école et par l'école. Or, ce type d'égalité, ça a été envisagé par Éric Favet. Le type d'égalité qui domine dans nos esprits, qui domine à l'école et qui domine plus que jamais, c'est celui de l'égalité des chances, c'est-à-dire la question d'un
Parlons français. Recrutement socialement élargi des élites. Versus mérite individuel scolaire ou élitisme scolaire. Alors il faut se poser une question. L'ambition privilégiée en France de l'égalité des chances, de l'élitisme dit républicain, serait-elle peu favorable à l'ambition de résultats plus positifs et plus homogènes pour tous? La question mérite d'être posée avec force et nous l'avons vu, le texte la pose et Bruno Julliard l'a posée. À cet égard, il n'est pas sans intérêt de remarquer que le coût en France, il faut quand même le dire et le répéter, de l'élève de l'école élémentaire est inférieur de 15% à celui de la moyenne des pays de l'OCDE. 15% en moins. Alors que celui des lycées est, lui, supérieur de plus de 15% à cette même moyenne des pays de l'OCDE. Certes, les moyens financiers ne sont pas tout, mais ils en disent long sur les secteurs privilégiés du système éducatif français, ceux qui sont valorisés, ceux à qui on porte attention. Or, en France, jusqu'alors, et plus que jamais ces derniers temps sous la droite, ce n'est pas la base du système scolaire qui a été privilégiée. Bien au contraire, elle a été particulièrement malmenée ces dernières années. Plus fondamentalement, il faut que l'on cesse de considérer ou de prétendre que l'élévation du plafond assurera la hausse du plancher. Ce n'est pas de bonne architecture, on en conviendra. Or, c'est le sens dominant depuis très longtemps de notre école. À cet égard, et cela me paraît historiquement important, le texte proposé à la Convention opère, à mon sens, une conversion, ou en tout cas un début très fort de conversion dont on doit mesurer l'importance. Il s'agit de remettre le système scolaire sur sa base fondamentale, à savoir l'école obligatoire, en privilégiant la base de cette base, à savoir les apprentissages premiers. Il y en a de multiples preuves car le texte est dense. Je n'en citerai que deux car elles sont très significatives. Il est dit dans le texte, l'école primaire est nettement sous-dotée. C'est pourtant là qu'il faut intervenir pour combattre l'échec scolaire, là que les inégalités se créent et peuvent être résorbées. C'est donc là qu'il faut concentrer les moyens, en particulier sur le premier cycle des apprentissages. Comme quoi, le texte déjà fait un certain nombre d'arbitrages prioritaires. Deuxième preuve, la redéfinition du périmètre de la scolarité obligatoire, en particulier la disposition qui vise à rendre la scolarité obligatoire dès 4 ans. À vrai dire, mieux vaut, me semble-t-il, parler d'école obligatoire et non pas seulement de scolarité obligatoire. Car dans la symbolique, et la symbolique compte dans le domaine politique, école obligatoire dit davantage que scolarité obligatoire, surtout s'il s'agit d'une véritable refondation. Or, à mon sens, il ne faut pas se cacher, et il faut le dire, il s'agit d'une grande ambition dans ce texte pour l'école, commençant par des mesures très claires, comme celles que j'ai citées, mais qui prendra du temps. Qui prendra du temps? 10 ans au moins, comme le dit volontiers Bruno Julliard. Et à juste titre, la fondation de l'école républicaine et laïque ferriste a duré, elle, une bonne quinzaine d'années. Une bonne quinzaine d'années. Or, cette refondation est nécessaire sous peine que le libéralisme et la marchandisation triomphent sans partage, car l'école obligatoire est historiquement la colonne vertébrale de l'éducation nationale, du service public. En un mot, et je terminerai là-dessus, il s'agit de rien moins que d'une école obligatoire refondée à la hauteur du XXIe siècle, garante de l'école républicaine et laïque de notre temps. Merci beaucoup. Pascal Gérard, secrétaire national chargé de la formation professionnelle, c'est à toi. Merci. Un parcours de réussite pour tous tout au long de la vie, c'est sans doute répondre, entre autres, à la question comment éviter les ruptures, comment accompagner les transitions. Je vous propose rapidement d'évoquer l'après-école,
les articulations formation initiale, formation continue, l'éducation permanente, la continuité professionnelle. Secrétaire national à l'éducation, secrétaire national à la forme pro, oui Bruno, mon compagnon de convention, nous avons travaillé ensemble, réfléchi, consulté et apporté des propositions sur l'intégralité du parcours des personnes. Avec pour la première fois, je crois, cette réflexion globale, conjointement éducation-formation. Comme fil conducteur, et ça a été rappelé bien sûr, comme obsession politique, l'objectif d'un diplôme et ou d'une qualification professionnelle pour tous obtenue à l'école. En effet, si la qualification aujourd'hui n'est pas une assurance tout risque pour une insertion rapide, on sait par contre que sans qualification professionnelle, c'est synonyme de précarité tout au long de la vie. Toutes les enquêtes montrent que si les Français sont particulièrement inquiets de l'insécurité de leur parcours professionnel, malheureusement, ils ont raison, puisque la France se situe en bas du peloton européen dans ce domaine, aux côtés de la Grèce et du Portugal, et évidemment bien loin de l'Autriche, des Pays-Bas ou du Danemark. Par ailleurs, nous avons en Europe le taux d'emploi précaire le plus important, plus de 70%. Nous sommes juste au-dessus de l'Espagne à ce niveau-là. Il est donc indispensable d'engager ce que nous appelons un pacte national pour la continuité professionnelle et de mettre donc en place de nouvelles garanties et protections collectives. Et ceci de la sortie de l'école jusqu'à la retraite, dans l'objectif bien sûr d'accompagner l'insertion sociale professionnelle des jeunes, mais aussi de réduire la précarité et bien sûr de faciliter la création d'emplois et de mobilité professionnelle. Il s'agira rien de moins que de reconstruire, de réparer l'ascenseur social quand nous vivons aujourd'hui le déclassement à tous les niveaux. Nous savons aujourd'hui que la plupart des salariés n'effectueront pas leur carrière dans la même entreprise et quelquefois dans le même métier. Notre pacte aura donc à conjuguer de façon optimale les temps consacrés à la formation professionnelle et à l'activité. Certes, évidemment, notre pacte ne garantira pas un emploi à tous, à tout moment, à chaque instant, mais à l'instar de la sécurité sociale, qui ne garantit pas une guérison instantanée à tous, mais doit apporter des soins de qualité pour tous, notre pacte devra garantir un revenu décent à tous. Aujourd'hui, seuls 50% des chômeurs sont indemnisés, un revenu décent pour tous et évidemment un accompagnement de qualité pour tous les demandeurs d'emploi qui exigera que Pôle emploi, nouvelle formule, retrouve les moyens nécessaires, tandis que, par exemple, aujourd'hui, à Marseille, un conseiller est censé suivre 250 demandeurs d'emploi. Notre pacte, en deux parties très rapides. D'abord, pour les jeunes, notre pacte au niveau des jeunes, ce sera d'abord, sur cet étage, un parcours d'autonomie pour tous les jeunes. Deux dispositifs très vite pour tous les jeunes, une allocation d'autonomie pour tous, et puis un dispositif nouvelle chance pour tous ceux qui seraient passés entre les mailles du filet de l'école. Principe de réalité oblige. Revenus donc, formation, prise en charge, ça pour tous les jeunes. Et puis pour les moins jeunes, et particulièrement pour les licenciés économiques, nous mettrons en place des contrats de sécurité professionnelle avec là aussi revenus décents, droit à l'orientation, droit à l'information et formation, prise en charge et organisation des mobilités sécurisées. Ce droit à la qualification pour tous sera formalisé par un compte formation individuelle à 2 étages, avec un étage de 6 mois à 2 ans en fonction de la qualification non obtenue à l'école, et puis un deuxième étage qui permettra de, tout au long de la vie, de faire un droit capitalisable. Je termine en disant que si les premiers penseurs de la modernité, à commencer par Hobbes, ont bien vu que l'exigence de vaincre l'insécurité civile et l'insécurité sociale est à l'origine du pacte qui fonde une société d'individus, être protégé du point de vue social dans une société d'individus, c'est faire en sorte que les individus disposent de droits, des conditions sociales minimales de leur interdépendance. Merci. Merci Pascal.